Mardi 19 mars. Aujourd'hui à l'émission, on parle avec Jean-François Joannis de ses multiples projets. Mais tout d'abord, on aborde un sujet très sérieux de manière un peu plus comique. On parle d'infertilité avec l'humoriste Sébastien Haché. Bienvenue à Studio Libre. Un humoriste qui fait dans l'autodérision, c'est assez commun. On rit de nos petits travers, mais mon prochain invité, lui, a quelques travers qui sont généralement inexploités en humour. On va parler avec l'humoriste Sébastien Haché de son Infertilitour. On va voir pourquoi. Le titre est très, je l'entendrai d'ailleurs, c'est très... À propos, j'allais dire. Bonjour Sébastien Haché. Allô? Ça Donc, va? oui, ça va très bien. Et on peut voir que, justement, l'Infertilitour que tu vas nous présenter, bon, ton spectacle tiré à blanc, et encore là, c'est à propos. Tu vas nous présenter le 6 avril prochain au Troquet, ici à Gatineau. Donc, Ouais. c'est un sujet qui, j'allais dire, est plutôt encore tabou. Au niveau des hommes, on parle d'infertilité. Et tu nous racontes dans ce spectacle-là, avec une franchise assez déconcertante, à quel point ça t'a pris du temps pour avoir un enfant. Ouais. Ben oui, c'est juste, on revient au début, là, on disait l'infertilité veut pas si c'est encore tabou chez les messieurs. Mhm. Effectivement, puis c'est une des raisons pourquoi moi j'ai décidé d'en parler, parce que je me dis, il n'y a Ouais. personne qui parle de ça, encore moins des messieurs. Il y a beaucoup de méconceptions. Tu sais, des gens, ils pensent que infertilité, ils confondent souvent ça avec impuissance. Fait que là, oh, les Mhm. messieurs, non, hein, nous, brr, on est des solides, hein. Fait que oui, moi, j'ai décidé d'en parler. Puis, tu sais, ça s'est pas fait. Je me suis pas levé un matin en me disant, je vais écrire un spectacle là-dessus. Ouais. Tu sais, ça s'est fait au fur et à mesure. Moi, j'écrivais ces numéros-là au fur et à mesure que je le vivais, là, tout ce Mhm. processus-là, là, qui a duré presque 4 ans et demi, là, tu sais, au final, là. Fait que j'écrivais ça au fur et à mesure, un peu, moi, ça me servait un peu d'exutoire, tu sais. Moi, je sortais Mhm. tout ce qui, mes frustrations, toutes les affaires qui me gossaient, tout ça. Puis après ça, bon, j'en travaillais tout ça. Puis ce que je réussissais à garder de drôle là-dedans, en fait, parce que l'objectif de l'humour, là, c'était toujours que ce soit drôle Évidemment. d'abord, hein. Fait que je gardais le meilleur de ce qu'il y avait de drôle là-dedans, puis le reste qui était pas nécessairement drôle m'a Mhm. servi un peu d'exutoire, tu sais, puis de sortir tout ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ben, après 4 ans d'ouvrage, puis là, j'ai écrit quelques numéros aussi une fois que Théodore, Mhm. là, parce qu'il y a un nom, cet enfant-là, maintenant, il est né. Pratique. Ouais, ça c'est plus pratique là, pour l'appeler, le chicaner, le faire venir ici, ce genre de choses-là. Puis, fait que j'ai tout mis ça ensemble. J'ai dit, bon, coudonc, j'ai pratiquement un spectacle. Fait que j'ai tout mis Mhm. ça ensemble. J'ai retravaillé tout ça, tu sais, pour que ça suive, parce que ça reste une histoire, somme toute, un peu complexe, hein. Ouais. Puis, fait que je me retrouve avec un spectacle qui parle d'infertilité. Fait que moi, effectivement, il n'y a pas grand monde qui en parle. Très peu d'humoristes aussi en parlent. Mhm. C'est un sujet qui n'a pas été abordé. Donc, on pourrait dire que d'un point de vue business, il y a un certain calcul professionnel aussi derrière tout ça. Il y avait un marché. Tu t'es dit, on va sauter là-dedans. Ben, je sais pas s'il y a un marché, mais en tout cas, il y a personne qui en parle. Fait que je me suis dit, on va tester, puis si le marché il est là, ben, il est tout à moi. Mhm. Justement, quand on est dans la vingtaine, qu'on pense à avoir des enfants, qu'on a le désir d'en avoir et qu'on se rend compte qu'on est infertile, eh ben, ça peut causer toutes sortes de problèmes. Mais toi, tu l'as découvert comment? Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres signes avant-coureurs qui t'ont fait dire, il y a peut-être un problème avec mon corps en tant que tel? Ah, il avait un bon problème avec mon corps, là. Moi, en fait, ça part de loin, c'est que mon corps, il ne fait pas de testostérone. Mhm, OK? Ça a l'air bien bizarre de même, là. Apparemment, c'est un problème qui existe dans la vie, là. Je dirais pas plusieurs personnes, mais du moins, ça existe. Fait que moi, j'ai pas eu de puberté, là, moi, dans la vie, avant d'avoir 20 ans, là, puis ça a été provoqué par des injections là, que je me suis faites là, de stock là, super intense. Fait que, et ce traitement-là aurait pu me faire des spermatozoïdes. Mais ça, on ne sait OK. jamais. Là, chaque personne Mhm, réagit un peu différemment à cette affaire-là. effectivement. Fait que j'avais un doute que ça se pouvait effectivement là, que j'aille un petit problème de ce côté-là. Puis c'est début trentaine, là, mon endocrinologue qui me suit là, pour Mhm, ça, qui m'a dit, il m'a fait, hey, on pourrait peut-être passer un spermogramme, tu sais, pour voir si ça marche. Tu sais, là. À un moment donné,
tu vas finir par te venir à l'idée de faire des enfants, ou c'est bien savoir, tu sais. Fait que j'ai passé un spermogramme, tout ça, et puis j'avais 0 spermatozoïde. 0, aucun, Même même pas pas un tout bas, seul. là. Non, non, même pas Rien, un tout rien, seul qui rien. est comme, les gars, êtes-vous, y a quelqu'un avec de l'écho? Il n'y a personne, personne, personne là-dedans, là. C'est le vide total. Fait que, bon, évidemment, même si je me doutais, là, évidemment, ça a été un petit choc, là, tu sais, au début, là, de se le faire dire. Fait que jusqu'à un certain point, je comprends les messieurs qui ne veulent pas Oui, nécessairement en parler. évidemment. Mais moi, rapidement, ça me gêne pas, en fait, d'en parler, du fait que c'est pas de ma faute, là, tu sais, c'est pas, moi, je me suis pas mis la poche au micro-ondes tous les jours pendant des années parce que je trouvais ça le fun, ça picote, puis ça a fait ça comme effet secondaire, là, c'est la vie, c'est arrivé comme ça. Ouais, effectivement. Fait que je vis avec ça, puis mais ça va très, très bien là, maintenant. Ça a fonctionné finalement là, au bout Mhm. de 4 ans d'ouvrage, là, quand on a essayé. Là, on a eu un beau petit garçon, là, il s'appelle Théodore, comme je disais tantôt. Là, il était à la garderie, il donne un petit break, mais il va être là ce soir. Quand on se dit, OK, là, on a un enfant, on a fait toutes ces démarches-là, est-ce que l'envie d'en avoir d'autres, même si on sait que ça va avoir des répercussions, évidemment, on vieillit aussi, est-ce qu'on se dit, ça a marché une fois, je repasserai plus à travers tout ce processus-là? Ben là, on est encore en questionnement. Là. Tu sais, là, Mhm. mon gars, il y a 1 an et demi, fait que là, on n'a Hmm. pas encore pris de décision, mais je te cache pas que ça pèse dans la balance que la première fois, ça a pris 4 ans à réussir à l'avoir. Là. Assurément, bon, je parle un peu à travers mon chapeau, là, je suis nettement pas un spécialiste, mais je crois que ça serait moins long, Hmm. possiblement, en faire un deuxième, parce que La ce qui a machine est été déjà long, enclenchée, là, la un petit machine est peu. enclenchée. Bon, on a trouvé la recette, en fait. Parce que moi, Ah, ça a été. Moi, je me suis injecté pendant 4 ans, là, tous les 2 jours, avec différents produits, là, plus d'une telle affaire, pour réussir à ce que ça fonctionne. Ça a été long de trouver cette recette-là. Tu sais. Une fois que la recette est trouvée, ça a fonctionné assez rapidement. ah, Donc, est-ce que si on avait un deuxième, est-ce que ça pourrait fonctionner plus rapidement? Mais en même temps, la vie, on ne sait mhm. jamais. Hein. Des fois, 2 personnes qui sont tout à fait fertiles, qui ça prend des années, ils essaient pour un deuxième, ça prend 5 minutes, on ne sait jamais. Fait que pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision. Là. Mhm. Et comment on réussit à trouver le comique là-dedans? Parce que je sais que, bon, c'est un sujet qui est très sérieux, mais Mm. le drôle là-dedans, est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps à décortiquer qu'est-ce qui pouvait être drôle là-dedans? Non, je dirais même que plus c'était chaud, plus je trouvais du comique facilement, en fait. Parce que OK. le drame n'est jamais très loin du comique. Mhm. Hein. C'est un peu on dirait que dans les émotions, on dirait que ça communique, là, tu sais, comme un chemin direct entre les deux. Là. Fait que souvent, quand je vivais quelque chose que je trouvais vraiment, c'est pas bizarre, fâchant ou tout ça, tout de suite, dans les journées qui suivaient, là, quand c'était encore frais, puis j'avais encore ces émotions-là en dedans, Mhm. là, j'écrivais, là, je fonctionnais beaucoup parce que je sortais tout le niaiseux de cette situation-là, toute l'absurdité de cette affaire-là, tu sais, puis après ça, je me posais des questions. Si je te donne un exemple, tu sais, mettons, ça fonctionne pas, puis je veux adopter, tu sais, comment Mhm. ça marche l'adoption en Oui. 2024? Là? Tu sais, personne ne sait vraiment comment ça marche Mhm. l'adoption. Fait que là, je partais sur une bulle de, OK, ben, comment ça marche l'adoption? Fait que là, je trouvais comment que ça pourrait fonctionner. Non, 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 non. OK, c'est quoi les options? Ben, on peut adopter. Là, m'informe, je me rends compte qu'adopter, ça coûte 40 000 piastres. Ouais. 40 000 piastres. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ce 40 000 piastres-là Pas mal de à part choses. m'acheter un enfant? Ouais, je pourrais faire pas mal de choses. Tu sais. Avec 2 enfants à moi, je peux m'acheter une Porsche à peu près. Là, tu sais. Toujours à penser, hein? C'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Des enfants ou une Porsche. Tu fais des conférences et ça, c'est un autre pan de, Ouais. on va dire des spectacles, mais c'est un spectacle conférence, j'allais dire, parce que évidemment, tu peux pas t'empêcher de mettre quelques blagues dans un sujet sérieux. Tu, Évidemment, tu évidemment. parles d'anxiété parce que tu es un anxieux, bon, depuis, j'allais dire toujours, mais depuis un Ouais, ouais. méchant bon bout de temps. On pourrait Et dire ça. c'est à la trentaine que tu as pris le taureau par les cornes, tu t'es dit non, il Ouais. faut régler ce problème-là. Mais tu en fais des conférences aujourd'hui. Et d'ailleurs, ben, les jeunes dans les écoles secondaires, je lisais des commentaires sur ton site web. Et puis, il y avait des gens qui ont dit, ben, des adultes qui ont dit, ah, on l'a eu en conférence santé, sécurité au travail et compagnie, pour parler de ce sujet-là, qui est encore un Ouais. sujet sérieux, mais que tu Ouais. abordes avec humour.
Et puis, pour un peu dédramatiser la chose, comment ça Ouais. t'est venu à l'idée de faire ce genre de conférence-là? Ben, comme tu vois, là, moi, là, je prends toutes les affaires qui vont pas bien dans ma vie. Et là, je capitalise là-dessus. Puis là, je gagne ma vie. C'est comme ça que ça marche dans ma tête. En fait, non, la conférence sur l'anxiété, là, c'est un projet que j'avais depuis longtemps que je voulais faire. Mais c'est beaucoup de travail, là, monter une conférence. Hein. Mhm. Donc, c'était toujours Effectivement. remis à plus tard. Là, finalement, est arrivée la pandémie. Vous avez tous remarqué qu'il y a eu un petit break dans la vie en général. Hmm. Méchant break, Donc là, oui. ouais, le métier d'humoriste, ça n'existait plus pendant un moment. Hein. Mhm. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Fait que je me suis dit, bon, mais je vais rentabiliser mon temps et je vais faire ça. Mhm. Fait que j'ai monté tout ça. Puis j'ai commencé là 2021. Là, tu sais, les premières que j'ai faites, là, c'était par Zoom. Là, tu sais, c'était encore pas tout à fait fini là, la pandémie puis tout ça. Là. Puis donc oui, c'est une conférence très sérieuse où j'explique c'est quoi l'anxiété, d'où est-ce que ça vient, pourquoi on peut pas faut pas en avoir peur, comment on peut gérer cette affaire-là. C'est un peu l'anxiété pour les nuls, là, je dirais. Mais évidemment, ça a amené de façon un peu comique. C'est pas un spectacle d'humour sur le thème de l'anxiété, mais c'est comique pour une conférence. Tu sais, Mhm. j'ai des exemples qui sont drôles, j'ai mis quelques blagues à l'intérieur, évidemment, j'ai des images qui sont très fortes, qui sont comiques, pour que ça passe mieux, parce que, évidemment, ma principale clientèle, c'est les écoles secondaires. Mhm. Fait que c'est sûr que si te Ouais. faire parler d'anxiété pendant une heure quand tu as 14 ans, ça peut rapidement être plate, hein? Surtout si tu sais pas si t'es anxieux ou si t'as pas de symptômes particuliers. Ouais. Donc, tu dis à quoi ça m'intéresse, j'imagine? Exactement. Fait que l'idée, c'est de les garder un peu réveillés puis de les garder Mhm. avec moi. Fait que je fais des blagues, des affaires le fun à travers ça. Fait que c'est un peu le même procédé, en fait, c'est de comment rendre ça drôle. Tu sais, tu me Mhm. posais la question tantôt pour l'infertilité. Ça a été le même processus. Tu sais, je trouve que là, l'accent est moins mis sur les blagues, évidemment. Mais, tu sais, Mhm. je dis, bon, je veux dire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, comment je l'amène de façon comique, puis après ça, j'ai brodé autour de ça pour rendre ça Mhm. intéressant. Puis ça fonctionne très, très bien, là. Je Ouais. l'ai fait dans les écoles secondaires, les entreprises, parce que l'anxiété que tu aies 14 ou 69 ans, malheureusement, c'est la Mhm. même affaire pour tout le monde. Quand on est dans la vingtaine et qu'on dit, bon, ben, je veux être en amour, et qu'on dit, ben, on rencontre, puis tu le dis aussi dans la présentation de ta conférence, c'est pas quelque chose qu'on parle en première date. Du genre, ben, je suis anxieux et infertile. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment est-ce que tu as pu manager ça quand t'es venu le temps de trouver une conjointe? J'ai menti. Ah oui? Non, c'est pas vrai. En fait, à ce moment-là, tu sais, moi, ça fait plusieurs années là, que j'étais fait 13 ans là, que je suis avec mon Mhm. épouse. Genre, je suis marié, désolé tout le monde à la maison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là, qui étaient très intéressés par ma personne, mais je suis intraitable. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Puis au moment où j'ai commencé à fréquenter ce qui est devenu mon épouse, l'anxiété, premièrement, je n'étais même pas au courant Ah, que je faisais de l'anxiété. Là. OK. Je le vivais, j'étais tout croche, j'étais Mhm. tout le temps. Bon, sûrement que je le savais, mais que je vivais dans le déni, en fait. Là. Mhm. J'ai fait semblant que ça n'existait pas pendant bien, bien, bien longtemps. Fait que ça, c'était réglé. Puis infertilité, en fait, j'avais un doute à ce moment-là, mais c'était pas confirmé. Mhm. Tu sais, mes deux gros problèmes, là, ils se sont révélés plus tard, une fois qu'elle était coincée avec moi. Ça fait que ça a été ça ma stratégie. C'est de garder ça au profil bas, de popper ça tranquillement là, après une couple d'années. Mais ça doit pas être facile quand même pour une conjointe qui voit ça. Puis tu dis, ben pourquoi? Ouais, Surtout quand on n'est pas capable de mettre le mot dessus. Tu dis, ben, ouais, quand tu sais, bon, je suis anxieux, ben, tu prends les moyens pour ouais, pour gérer calmer ça. ou gérer ça. Mais quand tu le T'apprends à te sais pas, connaître, tout ça. Mais ouais, quand tu le sais pas, ça a été vraiment ça. Ça a été, je pense, je crois, là, en janvier 2019, là, c'est vraiment mhm, là, j'ai touché le fond, là, je fais des guillemets avec mes doigts, là, mais ça a été là où, pour moi, l'anxiété a pris toute la place, tu sais, puis là, ma blonde, elle a pogné de quoi, tu sais, parce qu'elle, elle n'en vit pas du tout. mhm, Fait que c'est très dur à expliquer à quelqu'un qui le vit pas, là, qu'est-ce qui se passe en mhm. dedans, comment je me sens, je veux dire, c'est pas clair, hein? Non, Quelqu'un non. qui vit de l'anxiété, là, c'est pas, quelqu'un qui fait une attaque de panique, essaie d'expliquer qu'est-ce qui se Mhm. passe, c'est comme je me sens juste super mal, j'ai l'impression que je vais mourir, je suis étourdi, j'ai l'impression de respirer, tu sais, il n'est pas bien, tu sais. Fait que ça, ce bout-là, ça a été difficile, mais tu sais, elle a été super bonne pour
me ramener puis me garder avec moi puis me pousser en fait à aller finalement consulter un psy qui était la meilleure chose que je pouvais pas faire dans ma vie. Je vous le suggère à tout le monde. Mhm. Puis côté aussi infertilité, a super bien réagi aussi là, Ah oui? quand ça a été confirmé, là, puis que j'y ai dit, là, un peu sur un coin de table, oh, là, oui, il n'y a pas de spermatozoïde, là, tu sais. Ouais, j'étais comme un peu nerveux, mais je l'ai comme dit ça un peu sur le side, là. Elle a super bien réagi, puis elle était comme, c'est pas grave, si on est en, je pense, 2015 à ce moment-là, comme il y a toutes sortes de façons d'avoir des enfants, maintenant, là, un peu acheter du sperme, un peu en adopter, il y a le kidnapping aussi qui est toujours une option. Hein, donc, Un petit peu moins légal, mais bon, on s'entend. oui, mais ça, ça a venu après, là, tu sais. Il y avait une de ses collègues qui avait dit, t'es chanceux il est chanceux que tu restes avec parce que si c'était moi, j'aurais sacré mon camp. Ouais. Fait que moi, j'avais même pas pensé que ça, c'était une option possible dans toute la vaste gamme de réactions de sa part. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Est-ce que tu as eu Ouais. peur de ça? Mais visiblement pas. Ben, assurément un petit peu, là, en y annonçant, là, j'étais pas pleinement confiant. Là, j'ai annoncé ça là, comme là, t'oublieras pas d'acheter une pinte de lait là, sur le site. Là, fait que j'étais pas 100% confiance, mais ça m'avait même pas traversé l'esprit que ça se pouvait que sa réaction, ça soit moi je me flex, je veux un enfant avec le gars, puis je veux pas acheter de sperme, je veux pas embarquer là-dedans. T'sais. Fait que ça a été vraiment sa collègue de travail que quand elle a mentionné ça, que j'ai fait oh boy! OK, ça se pouvait. Ça existe. J'ai comme eu peur. Ouais, j'ai eu peur à retardement. Merci beaucoup, Sébastien Haché, d'avoir été avec nous. C'est Merci, mon vraiment grand. très intéressant. Et puis, continue de parler de sujets qui sont sérieux, mais tout en humour. Ça aide à les dramatiser. Je pense que ça fait un bien aussi aux gens. Ouais, ben, merci beaucoup. Bye. Mon prochain invité n'a pas besoin de présentation à la TVC. D'ailleurs, il est beaucoup plus ancien que moi, même si on est quand même relativement proche en âge. Salut Jean-François. Pas tant que ça. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur l'émission. Donc là, c'est la nouvelle saison de l'Informel qui est... déjà parti. Déjà, à partir un petit peu plus tard que ce qu'on a l'habitude de faire, là, mais bon, pour toutes sortes de raisons, on a voulu faire ça, mais c'est bien parti. Là, premier épisode, on a commencé ça avec Geoffrey Charles, avec ce super fun de jaser de son nouvel album qui est sorti. Il est beaucoup suivi. Et puis, le processus de création de son album, ça a été une conversation vraiment intéressante qu'on a eue. J'ai trouvé ça super le fun de recevoir. On a passé du bon temps avec le premier épisode, on a parti fort, je trouve. Oui, puis en plus, c'est de voir... Au départ, pis c'est drôle dans ton émission, pis c'est ça que je remarque souvent. Au départ, les gens sont conscients de la caméra, ils regardent, il osent pas trop. Puis après 20 minutes, 25 minutes, puis souvent, je te le dis à l'oreille, OK, là, il est dans sa zone, il est confortable, il va, il va se dévoiler, et elle va se dévoiler. C'est souvent ça qui arrive. Au début, les gens sont comme, pensent à ce qu'ils vont dire, puis c'est souvent le principe aussi de ce qui arrive dans les émissions de télé-réalité. C'est que les premiers épisodes, bon, les gens font comme, puis après ça, ça se laisse aller. J'ai dit à la blague, ça, hein? ouais, ça paraît, c'est le fun quand ça arrive parce que c'est là qu'on commence à avoir une conversation vraiment intéressante. Puis j'ai dit à la blague avec Geoffrey que quand il a lâché un sac, je dis là, il est dans sa zone, puis il est confortable. Ça, c'est vrai. Et puis, on s'en est rendu compte. Après ça, cette semaine, ça joue depuis hier. C'est un épisode avec une invitée vraiment spéciale. Ouais, Monarca, c'est une jeune femme qui vit avec une autre femme, puis qui est polyamoureuse, elle vit dans cette communauté-là, donc elle est libertine. Elle, pas libertine, je pense que sa copine est libertine, tout ça. Ouais. On a comme exploré, j'avais le goût d'explorer un peu, je trouve ça intéressant de se poser la question, des fois, de dire, c'est les mariages, on le sait, là, les mariages, les vies de couple en général, le monde se marie tout le temps, mais c'est toujours difficile, puis, le monde se sépare à 50% du temps. Puis c'est peut-être plus à cette heure. Là, ça fait longtemps que j'ai fait cette lecture-là. C'est à peu près ça. Ça doit être ça encore. Ouais. Mais reste que, je trouve ça intéressant de se questionner sur c'est quoi
le choix de mode de vie qu'on a, tu sais, qu'on décide de dire, bon, OK, on va se mettre en couple avec une seule personne, versus d'autres qui disent, ben moi, je préfère rester libre ou je vais explorer ma sexualité avec d'autres personnes ou peu importe les styles. Puis je trouve que c'est intéressant de se questionner là-dessus quand on voit justement les statistiques, tu sais, bon, ben, y a-t-il un qui est mieux que l'autre? Moi, je pense pas. Je pense que qu'est-ce qu'on voit, c'est que un n'est pas mieux, mais par contre, il y a un stigma, je trouve, sur les personnes qui vont vivre un style, un mode de vie, qui est différent de la norme, entre guillemets. Oui. Puis, je trouve ça fun de lever le voile là-dessus avec Monarca. On a une vraiment belle conversation. Hein. Oui, effectivement. Je me souviens de la conversation. Bon, parce que, bon, faut le dire, quand t'es en avant, je suis en arrière et quand vice-versa, souvent. Un autre aussi qui va arriver dans 2 semaines, parce que bon, on les fait aux 2 semaines. Dans 2 semaines, on a eu un entretien avec Monsieur Paul Morin, un être que je découvre et que j'ai découvert beaucoup plus souvent, bon, parce qu'il est pour son bingo depuis le lockout à ma TV. Ouais. Eh ben, on a le bingo ici qui se tourne et puis on découvre cet homme-là qui en a fait du chemin. Ah, il en a fait des choses. Pas arrêtable, comme je disais. Ouais, et puis, l'idée d'arrêter, c'est même pas dans son vocabulaire. Non, puis c'est drôle parce qu'un pas arrêtable, ça le décrit vraiment bien, je trouve. Paul Morin, impliqué à la Ville de Gatineau depuis longtemps. Moi, c'est là que je l'avais rencontré la première fois, alors qu'il était président du conseil des commissaires. C'est comme ça qu'on dit, conseil des commissaires? Oui, conseil des commissaires à l'époque, oui. Puis c'est drôle parce que je voyais comme une personne, je dis dans l'entrevue, il a l'air méchant, parce qu'il fallait qu'il contrôle. C'est lui comme président, faut que tu t'occupes de la période de questions des citoyens. Puis des fois, les citoyens veulent pas, mais il y a des choses à dire, il veut s'exprimer, puis là, ben, il est obligé de l'arrêter. Puis des fois, il fallait qu'il soit prompt un peu. Il me dit qu'il aimait beaucoup ça, faire ça. Puis c'est ça, oui, son parcours dans l'implication avec sa communauté, là, c'est fou. Là. Puis il est encore impliqué aujourd'hui avec l'AKETA. Il est toujours directeur à l'AKETA. C'est pour ça qu'il est ici pour le bingo à chaque semaine. Il fait son bingo aussi avec nous. Puis, effectivement, là, il récolte beaucoup d'argent pour 3 organismes, en fait, l'AKETA, puis 2 autres. Hein, l'AKETA, l'Arche-Outaouais, et puis aussi le Vent dans les lettres. D'ailleurs, l'assistante du productrice du bingo, Caroline Huppé, qui est la directrice du Vent dans les lettres, qui a justement comme pour but d'alphabétisation, un peu comme ici le Centre Alpha Papineau, c'est à peu près le même type d'organisme. Puis, Jean-François, on te voit un peu moins à l'écran présentement. Bon, là, avec l'informel, ça revient parce qu'il y a eu un petit gap où on t'a moins vu, je dirais, quand l'autre saison a terminé. C'est bon de donner un break un peu. Là. Oui. Mais c'est pas parce que tu travailles pas aussi fort à monter des choses. Tu es en train de monter des projets dont on va se garder un petit peu... on va avoir des annonces là, là, j'imagine, on va en parler, mais on fait des enregistrements présentement sur quelque chose qui va être diffusé au cours de l'été, là, qui est très différent de ce qu'on a déjà fait par le passé. Là. Ça va être le fun, je pense, pour une génération un peu plus jeune. Ouais, puis aussi, c'est un rythme qui est beaucoup plus rapide. On est habitué ici à la TVC, bon, avec l'informel, c'est un rythme qui est plutôt lent. Comme on dit, les cotes de caméra sont les changements de caméra sont beaucoup plus lents. On laisse un peu plus le monde parler. Comme ici, Studio Libre, c'est un peu plus lent. Mais là, c'est un projet qui est totalement rapide. C'est de la cote aux 5 secondes à pratiquement, si c'est 5 secondes. À quel point ça peut être plus exigeant de faire un tel montage et à quel point ça peut prendre plus de temps faire un montage comme ça qu'un montage un peu plus, disons, lent. Ben, c'est clairement plus long, là. Si tu regardes après ça, ma timeline sur première, là, excuse. C'est des petites lignes, là, un après l'autre, tic. Parce que c'est un peu, ça revient un peu à l'équivalent quand je fais dans l'atelier. Oui. Dans l'atelier, j'essaie de rendre le montage quand même le plus dynamique possible. Dans les limites, dans les limites de ce que je peux faire, là, c'est ça, parce qu'il reste qu'on a une conversation à avoir avec l'artiste. Là. C'est pas excessivement rapide, mais c'est plus rapide qu'un exemple de l'autre, je donnerais ça se compare, je trouve, plus à ce qu'on voit les YouTubers faire. Entre autres parce qu'on a tourné avec un angle de caméra, puis on change les plans de caméra à travers ça. Mais c'est ça, fait que c'est ça qui rend un petit peu dynamique. Puis ça me fait penser ça. Je pense qu'il y a une bonne comparaison, c'est un peu ce qu'on voit sur YouTube. Puis c'était voulu, on essaie de voir garder l'attention de ceux qui ont un moins bon attention span. Mais c'est le fun. C'est que j'en suis un, même si je suis capable de me concentrer on sur des choses. s'habitue tout le monde à regarder
des shorts, puis des reels, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais... tout est plus rapide. Ouais, tout est plus rapide à cette heure, fait que faut s'adapter à ça aussi. Techniquement parlant aussi, c'est plus facile aujourd'hui. Bon, faut dire qu'on tourne en 4K, c'était cette fameuse émission-là, et qu'on la diffuse en 1080. Donc, ça donne un avantage pour le monteur. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Ouais, ben les gens qui sont familiers avec l'image vont dire ben oui, c'est la base, mais c'est essentiellement on tourne en 4K, ce qui veut dire que l'image est plus large que qu'est-ce qu'on a dans nos télés quand il s'agit de télédiffusion. Puis le standard, c'est encore quand même le 1080, 1080 HD. Puis là, quand tu tournes en 4K, ben, ton image est plus grosse, fait que ça te permet d'aller chercher des échelles de plans différents. C'est comme si tu zoomais dans ton image, essentiellement. Là. Ça nous permet de dynamiser un montage lorsqu'on tourne avec une caméra fixe, avec un seul angle, pour donner l'impression qu'on change l'angle de caméra un peu. Ouais. Et puis, c'est comme si on avait quatre caméras 1080 collées une à côté de l'autre, à peu près, si on veut. Là. Ouais, comme mettons un plan large plus 3 plans rapprochés, mettons, c'est à peu près, effectivement. Donc, ça donne un avantage, puis c'est un peu moins lourd aussi à tourner. J'imagine, c'est que là, la lourdeur à tourner revient à la lourdeur à monter, j'imagine. Ouais, effectivement, mais j'imagine ça aussi quand une fois que le premier épisode de n'importe quoi que je vais faire, c'est toujours plus long faire le montage parce que tu figures le concept, comment est-ce que tu veux rendre le produit, tout ça. Mais une fois que c'est fait, c'est toujours plus vite après ça faire les autres. Fait que j'imagine qu'il va y avoir un flow qui va être plus rapide pour monter les autres, mais quand même, là, on s'enligne pour 11 émissions. Puis ça devrait être diffusé là, fin mai, début juin. Fait que si on s'enligne vers ça, j'aurais bon pour en rendre une couple de temps qu'on En tout cas, JF, je suis toujours content de t'avoir sur mon émission. Puis la porte est ouverte. Ben, en fait, le rideau à la porte, fais ce que tu veux. Mais justement, ben, si tu veux nous parler de tes projets, il n'y a pas de problème. Puis ben, nous autres, on se revoit, nous autres, dans pas long. Oui, on enregistre un autre informel mercredi. Mercredi avec Rachel Elie. Oui, donc ça aussi... Ça va être le fun, ça. Aussi humoriste. Moi, j'en fais beaucoup des humoristes, mais toi, un peu moins. En long format, ça va être intéressant. Oui, puis un parcours vraiment spécial. Ben, merci, JF, encore une fois. Puis on se reparle dans pas tellement longtemps, nous autres. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 19 mars de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, Jean-François Joannis et aussi l'humoriste Sébastien Haché. J'aimerais également vous rappeler que nous sommes disponibles sur YouTube. Toutes nos émissions s'y retrouvent sur notre chaîne TVC Basse-Lièvre. Également, vous pouvez nous suivre plus au quotidien sur notre page Facebook du même nom. Et on se revoit, nous, jeudi pour un autre Studio Libre.